Alors est-ce qu'on peut résumer cette 88e édition à un face-à-face Rébellion Toyota? Pas que, parce qu'il y a 24 protos en LMP2, donc c'est l'autre catégorie. Il y en a 14 qui peuvent jouer la gagne. Il n'y a que 5 voitures en LMP1. On n'est pas à l'abri peut-être de voir un LMP2 très très bien placé sur le podium. Alors on rappelle pour les non-avertis qui ont envie de passer l'après-midi avec nous et ces 24 heures qu'il y a 4 catégories, Franck. D'un côté, ces pilotes d'usine, ces gens expérimentés, chevronnés, et de l'autre côté, ces amateurs, quelquefois des gentleman drivers qui s'offrent un volant ici aux 24 heures. On va les découvrir, mais regardez la Rébellion, eh bien elle va peut-être freiner un petit peu plus tard sur la première chicane. Et non, la Toyota qui reprend son droit, et derrière l'autre Toyota a récupéré une place. Voilà, je vous parlais des 4 roues motrices, vous avez vu, à la réaccélération, c'est immédiat. À la sortie, ces voitures Toyota ont un bénéfice. Oui, ça c'est une bonne action avec cette Rébellion, et c'est Bruno Senna. Bruno Senna qui s'en laisse pas compter. Et si Mike Conway a conservé l'avantage de la pole position, et bien Bruno Senna lui a conservé sa deuxième position malgré la tentative de Sébastien Buemi. C'est donc parti pour cette 88e édition sous les ordres de Carlos Tavares. Et la grande consécration du sport automobile, elle est à vivre sur l'antenne de France 3 jusque demain 14h30, heure à laquelle sera jugée l'arrivée de ces 24 heures du Mans. 1h05 de course, une crevaison, quelques voitures qui ont déjà perdu quelques précieux tours, messieurs. On y voit déjà plus clair en tête de course, effectivement, à la suite de la crevaison, il y a quelques minutes de Sébastien Buemi sur la numéro 8. Résultat, eh bien, cette Toyota est désormais en 4e position à 1 minute et 18 secondes de la machine sœur. La numéro 7, partie en pole position, est toujours menée de main de maître par Mike Conway. Mike Conway qui compte désormais près d'1 minute d'avance sur Bruno Senna sur la première des Rébellions. Nathanaël Berton est en 3e position. Pas de changement du côté des LMP2. Albuquerque en tête devant Yamashita et Allen. C'est toujours Alexander Lynn sur l'Aston officielle qui est en tête des GTE Pro. Et du côté des amateurs, c'est une autre Aston officielle, celle de Rose Gunn, qui est en tête. Alors que la Toyota de tête, la Toyota numéro 7 avec Kamui Kobayashi. Et on va rentrer la numéro 7, la voiture de tête. Attention. Tout à l'heure, c'était la numéro 8 qui avait eu un problème de frein. C'était en tout début de soirée. Kobayashi qui a l'air désespéré dans son auto. Ça démontre qu'on retire le capot arrière. J'espère que j'aurai des infos rapidement à vous donner. Vous voyez la numéro 8 qui était à un tour. Aborde actuellement le tertre rouge. Allez, ça y est, la numéro 7 qui a été ressortie de son box et qui repart après presque 30 minutes. Passé à changer le turbo droit. Terrible pour l'équipage de la numéro 7 qui survolait la course depuis le départ. Voilà, avec 6 tours de retard, un handicap très très important. Certes, il reste encore 11h19 minutes. 6 tours, ça commence à compter. On ravitaille la Rébellion avec Bruno Senna. Il faut savoir que c'est une voiture qui n'est pas hybride. Et bien justement, il va nous raconter, Benoît Durand, combien on va mettre de litres. Où on rentre la numéro 1 et ça c'était pas prévu. Exactement, messieurs, c'est pour ça effectivement qu'on est pile devant ce stand pour raconter tout ce qui se passe depuis tout à l'heure en fait. On a beaucoup regardé le capot avant de la voiture numéro 1, celui qui était dans les stands. On a un petit souci notamment a priori pour les fixer et je pense qu'on va retirer le capot avant de cette numéro 1.
En tout cas, c'est ce qu'on a vu se préparer dans le stand il y a quelques instants, avec notamment Hugues de Chenac qui était au plus près tout à l'heure, vous l'avez dit, de ces mécanos, tout simplement parce qu'on a peut-être un souci notamment sur l'attache de ce capot. Alors on va voir ce qui se passe, c'est bien ça, oui. On est en train d'essayer de retirer le capot avant, la partie avant en tout cas de la voiture numéro 1. On va peut-être en profiter aussi pour changer de pilote parce que Gustavo Menezes était prêt, casqué pour remplacer Bruno Senna. Et là on s'affaire, c'est bien ça, c'est les attaches de l'avant de la voiture qui posent problème. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur les images de Laurent, mais on est pile à l'intérieur et c'est bien ce capot avant. Pour tout vous dire, ça fait au moins 10 minutes qu'on discute dans ce stand numéro 1 avec le capot de remplacement, à essayer de trouver une solution. On a ramené des pièces du côté de la Rébellion et on avait prévu évidemment de faire rentrer cette numéro 1. Vous voyez, on essaye de mettre un peu de... Alors, je ne vais pas citer de marque, hein, mais il y a un fameux petit bidon bleu et jaune. Voilà, on va dire du dégrippant, effectivement. Il y a un fameux petit bidon bleu et jaune qui arrive en général à bien vous faire tourner les serrures et les petites fixations qui tournent mal. Voilà, on est évidemment comme tout le monde, on va carrément y aller au marteau parce que pour l'instant, on n'arrive pas à enlever ce capot de la Rébellion numéro 1 qui perd beaucoup de temps là dans ce stand numéro 1 et tout le monde évidemment très affairé avec le regard sérieux et évidemment un petit peu inquiet là-bas de Hugues de Chenac. Il y a Romain Dumas aussi de la numéro 3 qui est venu voir ce qui se passait au fond là-bas. Et pour l'instant, difficile de vous dire ce qui bloque avec cette partie avant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive pas à l'enlever. Et c'est peut-être un des tournants de cette matinée. Fait de course ici. Et de fait, la numéro 3 qui devrait succéder à la numéro 1 et prendre la deuxième place dans quelques minutes. Romain Dumas, vous le disiez, Benoît Duron qui regarde tout ça. Romain Dumas qui devrait prendre le volant d'ici quelques minutes et succéder à Nathanaël Berton. Et cette Aston, la numéro 97, désormais confortablement installée en tête du GTE Pro depuis la fin de la matinée. Alors c'est une rébellion, là c'est la numéro 3 qui s'est fait piéger à Indianapolis. Il s'en est sorti, mais alors... Ouh, Louis Deletraz là qui a frôlé, qui a frisé la correctionnelle, Franck. Ah oui, là, il s'en est très bien sorti parce qu'on arrive à 300 km/h sur un gros freinage. Ensuite, dans Indianapolis, voilà qui va régler définitivement le problème chez Rébellion. Je crains que le capot n'ait été touché à l'avant droit. Freinage, pas de blocage de roue, il est à 3 mètres de la corde malheureusement. Et oui, il s'en sort. Il est frotté, je crois. Ouais, il s'en sort bien. Voilà, ça a frotté. Ouais. Et je pense qu'il est bon pour un retour au stand. Ouais, il a dû endommager la partie à droite du capot avant. Et quand on connaît la charge aérodynamique qui est sur ces parties-là, à haute vitesse, beaucoup d'appui. Et attention, vous le disiez Franck, la Toyota numéro 7 n'est qu'à un tour. Qu'à un tour de la Rébellion. Voilà comment perdre peut-être bêtement la troisième marche du podium. Et la Toyota qui était à l'approche dans les virages Ford, à une centaine de mètres de la ligne droite des stands et qui donc dans quelques secondes devrait s'emparer de cette troisième place sur le podium. Il y avait un tour d'écart et cette voiture numéro 3 qui est toujours à l'arrêt. C'est aussi ça, Franck, la différence dans l'exploitation entre une écurie d'usine et une écurie privée. Vous ne verrez quasiment jamais ça au sein d'une écurie officielle. Ouais, mais même si Rébellion a beaucoup d'expérience, hein, voilà, à l'instant, elle vient de passer. Franck, José Maria Lopez qui s'empare de la troisième place. Et qui s'empare non seulement de la troisième place, mais qui n'est plus très loin de son concurrent. Il est à 32 secondes. Non, pardon, autant pour moi, il n'est pas à 32 secondes. On va attendre le prochain secteur. Et il le sait, il a été averti par son stand comme quoi il était dans le même tour et que maintenant il va falloir aller chercher cette deuxième place pour offrir un doublé à Toyota. José Maria Lopez. Le temps est écoulé et on attend ces voitures sur la ligne d'arrivée, le drapeau à damier dans quelques instants. Et la consécration pour cette voiture, la numéro 8. Une voiture pilotée par Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendan Hartley avec le japonais Kazuki Nakajima, déjà vainqueur l'an passé ici, qui va donc franchir la ligne d'arrivée de cette 88e édition des 24 heures du Mans, vainqueur. Édition 100 personnes en public, mais avec du suspense, du piment jusqu'au bout.
sent la délivrance. C'est maintenant que la joie va pouvoir éclater. Parce que de toute façon, il a 5 tours d'avance. Il pourrait tomber en panne maintenant. Ça ne changerait pas grand-chose. Mais c'est tellement important. C'est tellement important de passer la ligne d'arrivée ici et de remporter pour Toyota la 3e fois consécutive ce magnifique trophée. Et ça y est, on peut enfin souffler du côté de l'écurie Nippon. Toyota qui s'adjuge un 3e succès ici au Mans. 3e succès pour Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima. 2e victoire personnelle pour Brandon Hartley. 3e victoire consécutive, vous l'avez dit Céline, pour le constructeur japonais. Et derrière, et bien derrière, c'est Phil Hanson qui, à son tour, va franchir la ligne. Les deux Oreca du team United à la parade. Et voilà, Phil Hanson qui remporte la catégorie LMP2.